et que dans le respect de l'art de votre métier, vous posez toutes les questions. Mais de grâce, il y a une ordonnance de la Cour qui interdit le sénateur Bemba de parler de la deuxième affaire. Donc, je respecte votre métier et je considère que c'est compris de tous. Merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie d'être venus nombreux. Beaucoup d'entre vous ont sollicité depuis le 9 juin de pouvoir m'interviewer. Je n'ai pas voulu pour des raisons... Après 10 ans, je voulais d'abord passer plus de temps d'abord avec ma famille et puis également surtout être à l'écoute. Ce que j'ai fait, ça fait près d'1 mois et demi où je reçois beaucoup de personnes qui viennent du pays, d'autres pays à l'étranger. Et aujourd'hui, comme vous avez appris, à une semaine de mon retour au pays, j'ai voulu répondre à vos sollicitations qui étaient nombreuses et je me tiens à votre disposition sur l'ensemble des questions que vous pourrez poser, sur ce que vous jugez à votre niveau utile de connaître. Donc, essayons, je vais vous donner le temps qu'il faut, donc j'espère que tout le monde pourra poser ses questions. Je suis ici à votre disposition, donc peut-être qu'on pourrait commencer comme ça, de la droite vers la gauche, ou alors de la gauche vers la droite. Allez-y. Moi, je voulais savoir, bonjour d'abord, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous vouliez être candidat avec la présidence. Est-ce que vous pensez que vous pourriez être le candidat unique de l'opposition? Et si ce n'est pas vous, est-ce que vous soutiendrez quelqu'un d'autre? Pourquoi d'abord je voudrais être candidat? Parce que je considère que ce pays a un défi, c'est-à-dire sortir un peu de cette contradiction. Vous avez un pays nous avons un pays qui est très très riche et avec une population qui est extrêmement pauvre, et je pense que la population mérite un autre type de gouvernance dans ce pays. Je crois que chacun a besoin dans ce pays, la population, d'avoir d'abord la sécurité. Ce qui se passe dans notre pays en termes d'insécurité, plus de 80 groupes armés qui sillonnent l'est du pays, les massacres que nous avons vus, que nous avons connus au niveau du Kassai, au niveau de l'Ituri aujourd'hui, que les enfants n'aillent pas à l'école, que les populations ne bénéficient pas de soins de santé adéquats, que l'économie est en berne et stagne, qu'il n'y a pas de perspective d'investissement, donc je dirais d'emploi et de revenus pour les populations, me fait dire qu'il y a quelque chose à faire dans ce pays. Et c'est mon pays, j'aime ce peuple. Les 10 ans que j'ai passés au niveau de la CPI m'ont fait réfléchir et m'ont permis de garder le contact quotidien avec, à travers mon parti politique et les acteurs politiques que je rencontrais à La Haye sur les difficultés que traverse mon pays depuis toutes ces années. Oui, je souhaite l'unité de l'opposition sur les candidatures, la candidature au niveau de l'élection présidentielle, parce que la loi électorale qui a ramené de 2 tours à 1 tour le scrutin fait que si nous voulons le changement dans ce pays, si nous voulons un nouveau régime dans ce pays, nous devons passer par une unité, un seul candidat au niveau de l'opposition. Et je milite pour qu'il y ait un seul candidat au niveau de l'opposition. Et bien sûr, si ce n'était pas moi, je soutiendrais le candidat qui sera désigné par l'opposition, ça c'est clair. Parce qu'il reste 15 jours là. Donc... Parce qu'il reste 15 jours, effectivement, pour déposer les candidatures, mais les élections doivent se dérouler le 23 décembre. Donc il nous reste, c'est vrai, plus beaucoup de temps pour nous mettre d'accord. J'espère bien, en rentrant au pays d'ici le 1er août, rencontrer les différents responsables de l'opposition et pouvoir dialoguer avec eux et leur expliquer que nous n'avons pas le droit, pour ce pays et pour ce peuple, de nous diviser. Vous avez rencontré les leaders de l'opposition ici aussi, en exil. Comment ça va se discuter? Parce qu'il y a une partie des leaders de l'opposition qui sont à Bruxelles, dont Moïse Katumbi qui ne peut pas rentrer et se présenter au pays. Est-ce que vous avez déjà entamé des pourparlers avec eux? Je n'ai pas encore entamé de pourparlers, simplement parce que, comme je vous ai dit, j'ai consacré plus le temps
à ma famille, mais je compte rencontrer l'ensemble des leaders de l'opposition, oui, y compris, j'espère, Moïse Katumbi. Et d'autres qui sont au pays également, que vous connaissez. Donc oui, je compte rencontrer tout le monde, parce que je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de parler, que tout le monde puisse se parler. Est-ce que vous estimez que les conditions sont bonnes pour des élections libres, démocratiques et pluralistes? Absolument pas. Je veux dire, le problème aujourd'hui qui se pose avec les machines qu'on dit électroniques, ça c'est pour moi une source de conflit si on maintient ce système au lendemain des votes. Or, ce qu'il faut chercher surtout, c'est que les élections à venir soient des élections qui soient apaisées. Je crois qu'il est dans l'intérêt de personne, y compris la majorité, d'organiser des élections qui seraient contestées au lendemain des votes. Donc moi, je milite pour un dialogue avec la CENI qui organise des élections, pour leur faire comprendre qu'il lui appartient à la CENI d'organiser des élections qui sont acceptées par tout le monde et acceptables par tout le monde. Et avec des observateurs? Avec des observateurs nationaux, internationaux, mais également, on a un grand problème, c'est le fichier. Le fichier des électeurs, où vous avez plus ou moins 10 millions d'électeurs qui sont inscrits et qui n'ont pas d'empreinte digitale. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce ne sont pas les conditions qui doivent être réunies pour des élections apaisées, crédibles, je dirais démocratiques. Est-ce que vous pensez que les conditions de sécurité sont réunies pour votre retour et est-ce que vous ne craignez pas des violences? J'espère que de toute manière il n'y aura pas de violence et j'appelle en tout cas l'ensemble des personnes, des partisans au niveau du pays à faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Je ne peux jamais prétendre à 100% que la sécurité sera assurée, mais en tout cas j'ai prévenu les autorités de mon arrivée. Elles sont informées, les Nations Unies également sont informées de mon arrivée, et donc j'espère que les choses vont aller dans l'apaisement, parce que mon esprit est plutôt de regarder vers l'avenir de ce pays, mon esprit est plutôt d'aller retourner et revoir les miens, revoir également la population, retrouver la population dans un souci de paix et de sérénité. Et justement, au moment où vous avez été acquitté, parmi les réactions qu'on a pu voir, parmi les réactions de joie, il y avait aussi le côté que finalement il y allait avoir un chef de guerre ou un ancien chef de guerre qui allait être face à un chef de guerre. Ah bon. Et que Joseph Kabila ne pourrait partir que par la force. Ah bon. Ça faisait partie des réactions. Ouais. Est-ce que vous renoncez définitivement au fait d'utiliser les armes, même si le processus électoral se passe mal? Mais depuis 2003, le MLC a quitté donc son statut de mouvement politico-militaire. C'est inscrit comme parti politique jusqu'aujourd'hui. Donc la question des armes a été résolue définitivement au juillet 2003, lorsque nous avons rejoint et nous avons réunifié le pays, réunifié les armées, réunifié l'administration. Et aujourd'hui, pour nous, c'est le combat, il est démocratique et je ne pense qu'un combat au niveau des urnes, s'il doit y avoir combat. Même si l'élection n'est pas crédible ou que... Eh bien, nous utiliserons tous les moyens que le droit nous offre, c'est-à-dire d'aller en justice, de porter ça au niveau tant national qu'international, et de faire valoir nos droits à ce niveau-là. C'est ça également la partie du combat. La loi électorale exige que, James Bond parle tout un magazine, oui. La loi électorale exige que vous soyez au moins une année de façon continue en RDC. Oui. Après avoir passé 10 ans à l'extérieur, comment allez-vous continuer ça? Et la deuxième question, en tant que compatriote, vous êtes sorti, tout le monde a au moins applaudi votre sortie. Est-ce que le chef de l'État vous a appelé pour vous féliciter? Ah bon. Donc, comme vous savez, oui, la loi est là, mais la loi également parle de cas de force majeure. Et ce ne m'est pas de mon fait si je n'ai pas pu être au Congo ces 10 dernières années. Donc il faut comprendre que c'est un cas de force majeure et qu'en droit, ce sont des éléments qui portent au niveau de mes droits également de pouvoir me présenter au niveau de l'élection. Avez-vous reçu le coup de fil de Kabila? Non, je n'ai reçu aucun coup de fil de Kabila et même aucun coup de fil d'un proche de Kabila. Donc, je n'attendais pas d'ailleurs un coup de fil non plus, mais je n'ai pas reçu.
Donc vous êtes certain que vous pouvez légalement vous présenter comme candidat, vous remplissez toutes les conditions pour être candidat à l'élection? Non, en tout cas, à mes vues, oui. Et selon mes conseillers et mes juristes, oui. Ça ne pose aucun problème. Cheikh Fita, deux questions des confrères de Radio Okapi. Je lis. Une certaine opinion à Kinshasa accuse le président du MLC de partisan avec Joseph Kabila. On parle même d'un deal secret pour partager le pouvoir en se soutenant. Qu'en est-il au juste? La deuxième question, que pensez-vous du plébiscite très fort de Monseigneur Monsengo comme probable candidat à l'élection présidentielle? Seriez-vous prêt à désister en sa faveur ou c'est lui envers vous? D'abord, il n'y a pas de deal entre Joseph Kabila et moi-même. Là, vraiment, je suis formel. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. On appelle ça aujourd'hui des fake news. Je ne sais pas quel genre de deal aussi il pourrait y avoir au niveau de ça. Joseph Kabila est en fin de mandat. Il a fait ses 2 mandats. Je ne vois pas quel genre de deal il pourrait y avoir. Nous sommes le seul parti qui n'a pas participé à aucun gouvernement de Joseph Kabila. Le MLC, en tout cas. Ce qui montre clairement notre démarcation vis-à-vis de la politique de notre pays, c'est qu'on n'est pas mêlé à la gestion, je veux dire, de ces 10 dernières années. Je ne vois pas très bien pourquoi soudain, aujourd'hui, à la veille des élections, il pourrait y avoir un deal entre Joseph Kabila et moi-même. En ce qui concerne la candidature de Monseigneur Monsengo, vraiment, je ne sais pas d'abord si c'est vraiment sérieux. Mais il lui appartient de dire s'il est candidat ou pas. Il a jusqu'au 8 août, mais je n'ai aucune indication pour le moment qui me confirme qu'il serait candidat. Donc je ne voudrais pas supputer sur des rumeurs. Si j'ai bien interprété ce que vous venez de dire sur un candidat unique, vous dites aussi que la date du 8 août n'est pas tellement importante. C'est-à-dire que c'est bien probable ou possible que plusieurs candidats de l'opposition vont se présenter, seront inscrits, et que la discussion pour qui restera pour le 23 décembre se fera dans les mois à venir, pas dans les jours à venir. J'espère que ça puisse se faire avant, mais je ne peux pas imaginer... Des candidats se sont déjà présentés, se sont déjà énoncés, plusieurs candidats, donc on ne peut pas leur retirer ce droit de pouvoir se présenter. Mais je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faut absolument qu'il puisse y avoir une discussion entre nous. Va-t-on tous aller devant la population, nous l'opposition, qui voulons un changement dans ce pays, un changement profond au niveau de la gestion de ce pays? Va-t-on aller en ordre dispersé au risque de perdre? C'est ça les enjeux, je veux dire, de demain. Et donc vraiment, je milite pour une candidature unique de l'opposition. Et je militerai et je discuterai et je m'efforcerai à pouvoir amener l'opposition à comprendre qu'il nous faut une candidature unique. Et ce candidat unique ne doit pas être vous-même nécessairement? Non, absolument pas. Je fais partie de l'opposition, oui, je crois que c'est un secret pour personne, mais celui qui sera le mieux à même de pouvoir défendre, je dirais, les couleurs et les ambitions de l'opposition pour une alternance demain, oui, je l'appuierai. Encore une chose, si jamais le président Kabila se présente quand même, et vous connaissez le scénario prévu peut-être avec un cours constitutionnel qui va dire qu'il y a eu changement de constitution, etc., etc., quelle sera votre réaction et la réaction de votre parti? Écoutez, d'abord, vous me demandez de prendre position sur quelque chose qui n'est pas arrivé. Le président Kabila ne peut plus se représenter. La Constitution est claire. Les accords de la Saint-Sylvestre qui ont été signés au niveau de la Sainte-Co est très clair aussi, les engagements sont clairs. Donc je ne vois pas très bien comment est-ce qu'on pourrait aller au-delà de ça, et je n'ai pas encore entendu formellement le président Kabila dire qu'il va se présenter. Donc pour moi, la Constitution est là, et j'ai toujours entendu qu'elle va être respectée. Et si elle ne l'était pas? Eh bien, ce serait un désastre pour le pays. Parce que n'oublions pas que le président de la République est le garant de la Constitution, le garant du fonctionnement des institutions. Quel serait votre rôle, justement, M. Bemba, si la Constitution n'était pas respectée et que Joseph Kabila se représentait aujourd'hui? Mais là, le problème que vous me posez, c'est que ça n'a pas encore eu lieu. Donc, je ne vais pas vous donner une réponse sur un scénario qui ne s'est pas encore présenté. Qu'est-ce qui attire votre
légitimité pour être ce candidat unique, si on y arrive? Je pense que je vais réserver la primeur des atouts au niveau de l'opposition, si vous comprenez. J'ai une certaine expérience au niveau du pays. C'est vrai qu'au niveau du pays, j'ai une expérience au niveau de la gestion de la sécurité, au niveau d'un territoire, au niveau de la gestion, je veux dire, des affaires de l'État en tant que vice-président. Je voudrais plutôt réserver les arguments au niveau de l'opposition, et ce ne doit pas être un débat personnel. Je pense que ce sera un débat d'abord structurel, de savoir d'abord quel est le programme que l'opposition veut amener demain. Et ça, j'ai un programme à présenter, je ne sais pas aussi où est-ce qu'il est là. J'ai un programme que je vais présenter donc au niveau de l'opposition, et ensuite, après qu'un programme d'abord ait été établi, on s'est mis d'accord sur une vision commune. La deuxième étape sera de pouvoir désigner quel est l'homme et les hommes qui pourront animer ces institutions. Je ne veux pas encore vous le donner parce qu'il y a encore des coquilles, mais voilà un peu le programme. Il y a plus ou moins 200 pages de ce que j'ai écrit lorsque j'étais à La Haye et ce que je vais présenter le moment venu au niveau de l'opposition. Donc c'est un programme que j'ai écrit lorsque j'étais à La Haye. Il parle de l'ensemble de ma vision, tant économique, sociale, éducatif, sanitaire, écologique, et je le dirai le moment venu, je le rendrai public le moment venu également, mais il est ici. Donc je ne pars pas les mains vides en point de vue vision. Il vous a changé? Vous savez, 10 ans que vous faites effectivement dans ces conditions, ça change un homme. Ça vous permet de réfléchir d'abord sur vous-même. Ça permet également de pouvoir réfléchir sur les causes que vous militez et que vous servez. Évidemment que Jean-Pierre Bemba, je ne suis pas le même homme que j'étais il y a 10 ans. D'abord, j'ai 10 ans de plus. 10 ans peut-être d'une autre expérience également, une autre réflexion également que je me suis fait. Dans le recul que j'ai pu reprendre, oui. Mais je dis, j'ai gardé quotidiennement le contact avec, à travers les acteurs politiques, mon parti, et j'ai suivi ce qui se passait dans mon pays, et malheureusement, parfois la désolation qu'on peut trouver dans tout ce qui s'est produit ces 10 dernières années. Mais après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez que vous pouvez encore avoir un soutien international? Eh bien, pourquoi pas? En vertu de quoi? Puisque j'ai été blanchi. La vérité a fini par triompher. Est-ce que vous vous sentez traité d'une façon injuste? La justice a dit le droit. Des juges professionnels, des juges honnêtes, des juges ont dit le droit. Et pour moi, je veux dire, je n'ai rien à rajouter. Vous savez très bien que beaucoup d'acteurs internationaux vous ont laissé tomber dès votre arrivée à La Haye. Ça, je ne sais pas. Vous le savez peut-être, moi je ne sais pas. En tout cas, je me suis battu que sur le plan juridique, judiciaire, et la justice a été dite. Je fais un retour en arrière, Baudouin Mbawiti, je fais un retour en arrière il y a 11 ans. Oui. Le procureur général de la République avait lancé un mandat d'arrêt contre vous après les affrontements entre votre garde et les troupes du Kabila. Et il voulait vous poursuivre pour auteur intellectuel des infractions commises par vos militaires. Là, ma question est celle-ci. Est-ce que l'action publique ouverte à cette époque est éteinte? Écoutez, vous m'apprenez quelque chose. Si c'est le domaine judiciaire, il faut laisser le domaine judiciaire. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas plus d'éléments là-dessus. Vous avez passé 10 ans à La Haye et un grand nombre de vos anciens amis ont témoigné contre vous. Ils sont aujourd'hui dans l'opposition, ils sont dans la majorité. Et certains disent que votre retour serait une vengeance. Que répondez-vous? Ah non, ça d'abord, je ne sais pas vous confirmer si des personnes ont témoigné contre moi et qui étaient avec moi, mais ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que mon retour au pays est sans idée de rancune ou de vengeance ou sans amertume en tout cas, ça je peux vous dire. Je regarde vers le passé
en ayant mis un terme et un trait à tout ce qui a pu arriver comme vous dites, de trahison, de changement. Vous savez, dans la vie politique, ce sont des choses qui arrivent, et pas simplement en RDC. Mais moi, je regarde sur l'avenir de ce pays surtout, et ma vision est tournée vers l'avenir. Et je veux dire, le passé, vraiment, n'a plus beaucoup de place dans ma mémoire. Voilà. Vous dites que vous étiez en contact avec votre parti, vous continuez à diriger à distance. C'est donc vous qui avez pris la décision de rallier l'accord du 31 décembre, le 5-6-2, pour l'application, finalement, n'a jamais été complète. Oui. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été trahi D'abord, vous savez que nous avons rallié avec beaucoup de difficultés. Si vous vous souvenez, les étapes, nous n'étions pas partie prenante dans cette réunion, parce que nous savons qu'en général, les accords n'ont jamais été respectés. Et nous ne voulions pas non plus à un moment donné être tenus responsables de l'échec ou de la non-participation d'un accord quelconque. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, on s'est abstenu au niveau du MLC de participer à un gouvernement quelconque. On s'est contenté de pouvoir remettre les uns les autres dans le droit en faisant respecter la Constitution. Et nos débats, les personnes du MLC qui ont participé, qui ont eu à participer dans ce dialogue, étaient de rappeler aux uns aux autres la Constitution. Malheureusement, on regrette une fois de plus que ces accords n'ont pas été respectés. Mais nous le disions avant. Nous étions ceux qui le disions avant. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a été critiqués parce qu'on ne voulait pas participer. Mais la raison pour laquelle nous n'avions aucune garantie sur la réalisation de ces accords. Nous avions beaucoup de doutes et aujourd'hui, l'avenir nous donne raison. Oui, chef Fita pour en ligne de Congrès de Belgique. Le président sortant, M. Joseph Kabila, a fait un discours devant les chambres. Il a présenté un bilan. Et qu'en pensez-vous? L'opposition s'est réunie et a sorti un communiqué hier à ce sujet. Nous regrettons que dans tous les éloges que le président de la République a évoqués sur les réalisations, qu'il y a un contraste avec la misère de la population. Il y a un véritable contraste avec ce que vit le peuple congolais au quotidien. On nous a parlé de construction de routes, mais ce que je sais, c'est que à l'intérieur du pays, les routes, la majorité des routes ne sont pas praticables. Au niveau sanitaire, je pense que ceux qui sillonnent l'intérieur du pays se rendent compte qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de la fourniture en médicaments et en équipements des installations hospitalières sanitaires. Au niveau éducatif, vous savez que les enfants, nous avons un taux d'analphabétisation qui est très élevé au niveau du pays, ce qui fait que tous les enfants ne vont pas à l'école. Et ça c'est déplorable. Pour moi, je ne peux pas considérer qu'un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans soit dans la rue. Un enfant doit pouvoir être à l'école et doit avoir l'obligation de pouvoir aller à l'école. Donc, lorsque j'entends ce discours, j'ai l'impression que c'est deux mondes différents entre ce que nous vivons en termes de sécurité. Lorsque je reprends un peu le désastre qu'il y a eu au Kasaï dernièrement, à l'Ituri en ce moment, au niveau du Kivu, pratiquement Beni, Butembo, et le Bas-Congo aussi, et qu'on me parle que la sécurité est rétablie, j'ai quelques doutes sérieux à avoir là-dessus. Comment vous voyez la relation avec le Rwanda pour le futur? Le Rwanda est un pays voisin à la RDC. Nous sommes, comme 9 autres pays de la RDC, nous sommes condamnés à pouvoir, entre guillemets, vivre ensemble. Et je comprends les préoccupations du Rwanda qui est d'ordre sécuritaire vis-à-vis des groupes armés rwandais qui se trouvent sur nos territoires. Mais je pense que là-dessus, il faut continuer le dialogue avec le Rwanda. On ne peut pas le stopper et il faudrait, dans ce cadre de ce dialogue, que la RDC aussi mette sur la table ce qu'elle considère être ses préoccupations vis-à-vis du Rwanda.
Vous savez très bien qu'une grande partie des minéraux de l'Est du Congo disparaissent du côté du Rwanda au lieu que par Kinshasa. Ce sont les préoccupations de la RDC. Ce sont ça aussi les préoccupations du RDC. Comme le Rwanda, ses préoccupations sont d'ordre sécuritaire. Donc il faut continuer à dialoguer avec le Rwanda et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Quand comptez-vous rentrer précisément et comment allez-vous organiser votre retour? Est-ce qu'il y a un jour? Comment ça va se passer? Je compte arriver à Kinshasa le 1er août, le mercredi 1er août, dans la matinée, par un avion. Privé. Privé. Voilà. Dans un avion privé? Oui. Est-ce que vous appelez vos militants ou est-ce que vous allez organiser quelque chose pour votre retour, comme ça a été le cas par exemple pour Etienne Tshisekedi qui avait négocié avec l'hôtel de ville pour permettre un accueil avec les militants? C'est-à-dire que mon parti a écrit effectivement à l'hôtel de ville, à la mairie, a prévenu également le ministère de l'Intérieur aussi de mon arrivée, et pour que les dispositions soient prises d'une manière générale pour qu'il n'y ait pas de débordement. Je pense que c'est tout ce qu'on peut faire, nous à notre niveau, puisque nous n'avons pas le pouvoir de l'organiser. Mais vous appelez vos militants à venir à l'aéroport pour vous accueillir? Ben moi je serais très heureux de pouvoir retrouver mes militants, bien sûr. Ça oui. Est-ce que vous avez des moyens pour mener une vraie campagne pour le mois prochain? Au niveau d'un parti, les moyens s'obtiennent par la cotisation au niveau des militants, la participation au niveau de nos adhérents, les dons également au niveau de l'intérieur du pays qui sont faits. Donc c'est à travers ça que nous constituons, que chaque parti constitue, je dirais, sa cagnotte pour pouvoir aller aux élections. Et le MLC a lancé effectivement au niveau des réseaux sociaux, je crois, au niveau aussi des médias, au niveau de la RDC, une campagne de collecte également de cotisation pour les élections. Chef Fitako, oui. Etienne Tshisekedi est décédé il y a 1 an et demi. Son corps est toujours ici à Bruxelles, dans une chambre froide. Et on ne parvient toujours pas à le rapatrier. Comment vous interprétez cela et qu'est-ce que vous en dites? Je trouve ça tout à fait anormal dans nos cultures en plus bantoues qu'un corps puisse rester comme ça après 1 an et demi dans une morgue, dans un frigo. C'est vraiment pas honorable. Je pense qu'il faut que... Je ne peux pas m'avancer, mais que ce soit le gouvernement, que ce soit la famille, puisse tout faire pour ramener le corps du président Tshisekedi. Il est venu me voir 2 fois à La Haye. Je l'ai reçu. Ce qui se passe, je veux dire, n'est pas digne. Et j'espère que le corps du président Tshisekedi va revenir et être enterré dignement, comme il se voit. Vraiment, je l'espère. Est-ce que vous confirmez que vous avez eu les passeports diplomatiques congolais? Vous avez été revu par le gouvernement? Ah oui, donc il y a eu beaucoup de fantasmes sur ce passeport. Tout d'abord, je tiens à vous rappeler que je suis encore sénateur en fonction. J'ai écrit, lorsque j'ai été libéré, au président du Sénat, comme les autres sénateurs, les 110 autres sénateurs de la RDC, pour lui demander qu'il puisse intervenir pour que je puisse obtenir un passeport. Et en tant que sénateur, j'ai droit à un passeport diplomatique. Ce qu'il a fait, il a adressé un courrier au ministre des Affaires étrangères, chez Kutundu, qui lui a répondu qu'il allait organiser que je puisse obtenir le passeport. Et dans les 2 semaines qui ont suivi, j'ai pu obtenir mon passeport, comme tout autre sénateur obtient son passeport. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes là-dessus, mais j'ai obtenu mon passeport comme tout le monde. Mais comment vous expliquez que le gouvernement vous laisse rentrer sans faire trop de difficultés, alors qu'on voit que pour Moïse Katumbi, il est au moins poursuivi, il y a plusieurs affaires qui ont été lancées contre lui. Lui, il a l'impression que c'est pour l'empêcher justement de rentrer au pays et qu'il est menacé ainsi. Comment vous expliquez que vous, on vous laisse rentrer et pas Moïse Katumbi?
Je ne veux pas rentrer dans cette polémique. J'espère que Moïse Katumbi pourra rentrer au pays. Je l'espère vraiment pour lui. En ce qui me concerne, je vous dis, je suis sénateur en fonction. Et j'ai été dans un cas de force majeure. Je n'ai pas pu rentrer dans mon pays ces 10 dernières années. Mon souhait de pouvoir retrouver les miens, retrouver la population. Et jusqu'à présent, en tout cas, mon objectif, c'est de rentrer donc le 1er août à Kinshasa. Et c'est ce que je compte faire et ce que je vous annonce. L'un des autres points qui était un petit peu polémique ces derniers temps, c'était le fait qu'Emmanuel Ramazani Shadari, qui est le secrétaire permanent du PPRD, le parti présidentiel, soit venu au congrès du MLC, ce qui a beaucoup surpris en fait le reste de l'opposition. Comment vous expliquez qu'il soit venu alors qu'il ne vient pas d'habitude aux autres réunions politiques de l'opposition? Le MLC s'est inséré depuis 2003 et 2006 d'ailleurs après les élections comme une opposition républicaine. Donc nous sommes de l'opposition, nous sommes le parti qui n'a jamais participé à aucun gouvernement du président Kabila. Nous considérons, je veux dire, la majorité présidentielle et l'ensemble des partis qui la considèrent comme des adversaires politiques et non pas des ennemis politiques. Si vous avez suivi le discours du secrétaire général, Mme Bazaïba, lors de ce congrès, elle n'a pas mâché ses mots. Je pense qu'elle a dit devant les représentants de la majorité présidentielle les mots sur la gestion du pays. Elle a clairement expliqué que ce qui n'allait pas dans tous les secteurs. Nous sommes dans notre rôle de l'opposition. N'oubliez pas que le même rôle, nous l'assumons au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, et même si nous sommes minoritaires, nous avons l'habitude, devant les membres de la majorité présidentielle, de décrier, je veux dire, la gestion de ce pays. Et nous l'avons fait à cette époque. Nous avons invité tous les partis politiques. Nous l'avons fait en 2006, lors du congrès du MLC. Nous l'avons fait également lors du congrès en 2011. Nous invitons tous les partis. C'est un seul moment où, dans la tradition du MLC, nous invitons l'ensemble des partis politiques. L'ensemble. C'est-à-dire, on ne regarde pas dans ce cadre-là bien précis du congrès. C'est un point, un moment où nous, au niveau du parti, nous faisons le bilan sur les 5 années passées et nous faisons le bilan et nous donnons les perspectives des 5 années à venir. Et nous le faisons devant l'ensemble de la classe politique. Est-ce que vous êtes le candidat de l'Ouest? Ah, mais là, j'espère pas. Vraiment, je n'espère pas, parce que malheureusement, ce qu'il faut constater dans ce pays, c'est que ce pays est divisé aujourd'hui et que la division Est-Ouest, je n'aime pas ce terme-là. Vraiment, je n'aime pas ce terme-là. Je trouve que c'est désolant de revenir en arrière en régionalisant le pays. Je pense que ce pays doit être uni, rester uni, et qu'il ne doit pas avoir de clivage entre l'Est ou l'Ouest, ou le Nord ou le Sud, entre les provinces, entre les tribus. Et en tout cas, moi, je milite pour un Congo uni, un peuple uni, et qu'en aucun cas on puisse tribaliser la vie politique dans ce pays. Mais vous avez dû les entendre depuis votre acquittement, les gens qui ont dû vous appeler pour vous dire à quel point ils ont l'impression d'être mis de côté peut-être dans les institutions ou de ne pas avoir la place qui leur importe. Et c'est en ça que vous êtes porteur d'espoir pour une partie des leaders de l'Ouest. Mais ils ont raison, ils ont raison parce que la gestion tant de l'armée, des services de sécurité, je dirais de l'économie de ce pays se trouve entre les mains, je veux dire, d'une frange, je veux dire, originaire de ce pays. Et ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Je veux dire, d'avoir réduit le pays à une régionalisation, je trouve que c'est une erreur que le régime a fait. Ce pays est tellement vaste. Nous avons plus de 450 tribus dans ce pays. Les provinces sont là, les origines sont diverses. On ne peut pas, à mon sens en tout cas, tribaliser, régionaliser ce pays. Il appartient aux dirigeants de ce pays de mettre tous les Congolais
en fonction de leurs compétences sur le même pied d'égalité. En tout cas, c'est ma vision et c'est ma conviction. Quand on rentre au pays, avez-vous prévu un message ou un meeting vis-à-vis de vos militants? Je rentre au pays principalement pour des questions d'abord familiales. Vous savez que je n'ai pas enterré mon père. Je n'ai pas eu l'occasion de voir également où il est enterré, donc c'est important pour moi que je puisse le voir. Et surtout également pour déposer ma candidature en tant que candidat à l'élection présidentielle. C'est ça qui m'importe et je n'ai pas prévu de meeting en tout cas pour le moment. Et malgré le bain de foule que vous recevez de Kinshasa supposé, bain de foule, vous n'allez pas vous adresser aux militants? Non, je pense que ce n'est pas dans mon programme, non. J'aurai peut-être l'occasion de faire une conférence de presse en arrivant là-bas, mais il n'est pas prévu que je puisse faire un meeting lorsque je vais là-bas. Je pense que une dernière question. Peut-être une dernière question. Je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir patienté un petit peu. Et surtout, je sais que beaucoup ont entendu depuis plus d'1 mois. Je promettais que je ferais cette conférence, elle est faite aujourd'hui. J'espère que j'ai eu l'occasion de répondre à toutes vos questions. Et s'il y en avait d'autres à l'avenir, n'hésitez pas à pouvoir me consulter, je serai toujours ouvert. Merci. Merci.